Donc je vais vous présenter les relations qui existent entre les nappes et les cours d'eau. Alors je vais tâcher de faire fonctionner. Alors, assez rapidement, puisque je crois qu'un schéma assez similaire a été présenté par Frédéric Fessel tout à l'heure. Voilà, quand il pleut, il y a une partie de l'eau qui va être reprise par la végétation ou par l'évaporation, et puis une partie qu'on appelle la pluie efficace. Efficace pourquoi? Parce qu'elle contribue à l'infiltration vers les nappes et au débit des cours d'eau par ruissellement. Donc cette pluie efficace, c'est vraiment elle qui va nous intéresser. Donc soit elle contribue, je l'ai dit, par ruissellement au débit des cours d'eau, c'est la contribution directe. Et ça va dépendre, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, de la nature des sols, mais aussi de la nature de la pluie, c'est-à-dire son intensité. Si c'est un orage, ça va plus ruisseler que si c'est une petite pluie. Et puis, il peut y avoir aussi une contribution indirecte au débit des cours d'eau. Et cette contribution indirecte, elle se fait via les nappes. Et ça, pour s'en persuader, il suffit de constater que bien qu'on puisse avoir des périodes sans pluie pendant l'été, par exemple, les cours d'eau continuent à couler. Donc c'est qu'il y a quand même un soutien d'étiage par les nappes. Et ce soutien d'étiage, il est particulièrement important pour certains cours d'eau du département. Voilà, on peut passer cette diapo. Alors, on distingue, quand on regarde comment se présentent les sols, enfin la roche sous nos pieds, on distingue, je suis obligé de passer par les notions d'hydrogéologie, mais ça va être assez rapide. On distingue la zone non saturée, dans laquelle on a de l'eau, mais cette eau n'est pas mobile, elle n'est pas libre. Elle est agglomérée sur les grains qui constituent la roche. Et puis plus en profondeur, on a la zone saturée. Et cette zone saturée, elle commence à partir du moment où on voit la surface de l'eau de la nappe, quand on regarde par exemple dans un puits. Donc la profondeur, plutôt l'épaisseur de la zone non saturée, correspond à la profondeur de la nappe. Cette zone saturée, c'est la partie de la roche qu'on va exploiter par forage. Donc c'est ce qui nous intéresse en premier lieu pour la production d'eau potable, mais aussi pour l'irrigation par exemple. Et donc c'est cette zone saturée qui peut contribuer à l'alimentation des cours d'eau. On peut passer. Juste peut-être, on peut le voir sur ce schéma, je vais passer très vite puisqu'il vous a déjà été montré précédemment. Mais le phénomène physique qui va permettre à l'eau souterraine de s'écouler, c'est la perméabilité des roches. Et le phénomène physique qui va permettre à la roche de contenir de l'eau, c'est la porosité. Donc c'est finalement deux caractéristiques physiques de la roche qui sont différentes, mais qui contribuent toutes les deux à une bonne production de l'aquifère. La partie supérieure, alors ça c'est le schéma conceptuel des aquifères de socle, c'est le cas le plus présent dans le département de la Loire-Atlantique. On le retrouve partout à l'exception des nappes alluviales et des bassins sédimentaires, c'est ce que vous a présenté tout à l'heure Frédéric. Les altérites, donc la partie superficielle des aquifères de socle, elles sont surtout, ces altérites, capacitives, c'est-à-dire qu'elles contiennent de l'eau, mais elles ne permettent pas un écoulement facile de cette eau. Donc une bonne porosité, mais une perméabilité finalement assez faible. Tandis que quand on arrive dans l'horizon fissuré, qui est plus profond, alors là, les profondeurs qui sont indiquées à gauche du schéma, ce sont des ordres de grandeur, ça peut être bien différent selon les secteurs. Les altérites peuvent être bien moins épaisses que ce qui est indiqué ici. L'horizon fissuré, lui, il va contribuer à l'écoulement de l'eau par sa perméabilité plus que par sa porosité, c'est-à-dire qu'il contient finalement moins d'eau que les altérites, mais il permet un écoulement plus facile de l'eau. Alors, peut-être quelque chose qui n'a pas été dit tout à l'heure et qui me semble important de rappeler sur ce schéma, donc je l'ai dit, c'est ce schéma, le cas général des aquifères de socle, et c'est ce qu'on rencontre le plus souvent en Loire-Atlantique. Il faut bien voir que là, il n'y a, bien qu'on ait des formations géologiques, enfin des natures de roches différentes en fonction de la profondeur, on n'a qu'un seul aquifère. En fait, on a une nappe, mais qui est contenue dans des réservoirs aux propriétés différentes. Et ça, c'est important parce qu'on pourrait s'imaginer que lorsqu'on a un forage qui fait 100 mètres de profondeur et qui est crépiné, je ne sais pas, par exemple, de 50 à 100 mètres de profondeur, on pourrait s'imaginer qu'on capte une eau profonde qui est sans relation avec les cours d'eau.
Mais en fait, c'est pas tout à fait juste de le dire, puisqu'on n'a vraiment qu'une seule nappe, et c'est pas parce qu'on va la chercher profondément qu'on va pas impacter le niveau de la nappe en surface. Ce que je veux dire par là, c'est que en pompant à 80 mètres de profondeur, on rabat le niveau de la nappe qui, lui, est à 3 mètres de profondeur. On a bien une seule nappe, et bien qu'on aille la chercher profondément, par exemple avec un forage d'irrigation, on peut très bien rabattre le niveau de la nappe en surface, et en rabattant ce niveau de la nappe, je y reviendrai tout à l'heure, on peut impacter le débit du cours d'eau. Voilà, alors juste peut-être une petite remarque entre les nappes libres et les nappes captives. La nappe libre, c'est ce qui est illustré sur le schéma à droite, elle n'est pas sous pression, sous une couche imperméable. Et donc, les variations du niveau de la nappe libre finalement varient en fonction de différentes, en fonction de la recharge, en fonction des prélèvements, donc l'infiltration en fonction des prélèvements, et la pression de l'eau est à l'équilibre avec la pression atmosphérique. Lorsqu'on est dans une situation de nappe captive, donc c'est ce qui est illustré à droite, la pression de la nappe est supérieure à la pression atmosphérique, et donc le niveau de la nappe va remonter, si on fait un puits ou un forage, le niveau de la nappe va remonter dans le forage, jusqu'à parfois même dépasser la surface du sol, et c'est le cas de l'artésianisme. Alors ça, c'est important lorsqu'on s'intéresse aux relations nappe-rivière, parce que quand on a une nappe captive, on a peu de chances d'avoir on n'a pas de relation avec le réseau hydrographique de surface, donc j'évacue tout de suite la question des nappes captives qui finalement ne nous intéressent pas dans ma présentation aujourd'hui. Moi, je me place dans une situation de nappe libre où on peut avoir une connexion entre le cours d'eau et la nappe. Voilà, donc tout de suite, j'évacue. Alors, un schéma qui illustre un petit peu ce que peut être un système aquifère composite. Donc là, c'est pas forcément la Loire-Atlantique vu le relief, mais enfin, c'est juste pour se donner une idée qu'on peut avoir sous nos pieds des natures de roches très différentes, mais qui, en cas de nappe libre, on le voit sur l'illustration, au niveau du cours d'eau, donc la nappe est connectée avec, voilà ici, la nappe est connectée avec le cours d'eau, et finalement, les usages de l'eau qu'on peut avoir en amont dans le bassin versant, potentiellement, peuvent avoir une influence, enfin, peuvent abaisser le niveau piézométrique, donc le niveau de l'aquifère, et avoir in fine des conséquences sur le soutien d'étiage et le débit du cours d'eau. J'y reviendrai tout à l'heure dans le cas de Nord-sur-Erdre, par exemple. On peut passer ce schéma. Alors, à retenir également, l'infiltration qui se produit, donc la partie d'appui efficace qui va s'infiltrer vers les nappes, c'est un phénomène qui se produit en période automnale, enfin principalement hivernale. Si on regarde le cycle de l'eau à l'échelle d'une année, au printemps, pour ce qui est des aquifères, on va être sur un niveau de haute eau. À l'été, alors l'été large, c'est-à-dire d'avril à novembre, on va avoir une absence de recharge vers l'aquifère. Naturellement, pendant cette absence de recharge vers l'aquifère, alors pourquoi il n'y a plus de recharge? Parce que ce qui tombe est tout de suite soit repris par transpiration, les plantes, soit évaporé par le soleil. Donc toute cette période d'avril à novembre, on n'a quasiment pas de pluie efficace, sauf exception, ça peut arriver quand on a des bonnes pluies. Mais globalement, la période de recharge des aquifères, d'avril à novembre, il n'y a pas de recharge des aquifères. Donc on a des niveaux piézométriques qui baissent, sous l'effet du transfert de l'eau souterraine vers les cours d'eau. Donc une vidange naturelle des nappes vers les cours d'eau. Et puis, je ne le dis pas là, mais il y a également les prélèvements, bien entendu. Mais voilà, il y a donc un phénomène naturel de vidange des nappes qui se produit d'avril à novembre. À partir de l'automne, cette vidange naturelle des aquifères, elle commence à diminuer, et finalement, on a une recharge qui se produit à partir du mois de novembre-décembre. Alors, ce qu'il faut bien voir là, c'est que, parce que la végétation ne reprend plus à partir de l'automne la pluie qui tombe. Et puis en plus, il y a une saturation des sols qui fait qu'on peut infiltrer de l'eau de pluie vers les aquifères. Donc ces pluies hivernales, elles sont cruciales pour la recharge des aquifères. Et lorsque, je pense que, voilà, on évoque de plus en plus, vous devez le savoir, la possibilité peut-être de prélever pendant l'hiver pour notamment remplir des bassines qui seront utilisées pendant l'été.
C'est vrai, mais il faut s'interroger, je pense, attention, ces prélèvements hivernaux constituent un manque à gagner pour la recherche des aquifères. Or, ces aquifères sont bénéfiques au soutien d'étiage, sont bénéfiques au débit des cours d'eau pendant l'été. Donc, c'est probablement une solution, ces prélèvements hivernaux qui permettent de remplir des bassines. Mais je pense qu'il faut quand même s'interroger à l'impact que ça peut avoir pour la recherche des aquifères. Ce n'est pas forcément la solution idéale. Il y a des cas où voilà, la question devra être posée pour envisager les impacts que ça peut avoir. Voilà pour ces questions. Donc je passe rapidement. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a un décalage, un déphasage dans le temps entre les niveaux de hautes eaux qui sont observés sur les aquifères et les niveaux de fort débit qu'on observe dans les cours d'eau. Donc ça montre le déphasage qu'il peut y avoir qui est dû à l'écoulement de l'eau souterraine vers les cours d'eau. Alors ces connexions nappe-rivière, on peut les observer, les caractériser par différents moyens. Alors peut-être le premier moyen, c'est tout simplement de regarder à quelle profondeur se situe la nappe et de constater qu'à mesure qu'on s'approche d'un cours d'eau, le niveau de la nappe va être en altitude, va être de plus en plus proche à la cote de l'eau dans le niveau à la cote de l'eau dans le cours d'eau. Donc pour ça, on fait des campagnes de terrain et on dresse des cartes piézométriques. Elles ont un autre avantage, ces cartes piézométriques, c'est qu'elles permettent de déterminer les sens d'écoulement de la nappe. Et on voit que dans le cas de nappe libre, les sens d'écoulement de la nappe sont dirigés vers les cours d'eau. On dit que les nappes sont drainées par les cours d'eau. Voilà. Alors une autre façon de caractériser ces relations entre les nappes et les cours d'eau, c'est de réaliser des essais de nappes. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'un pompage dans un forage ou dans un puits engendre un impact sur le débit du cours d'eau? Alors, concrètement, comment on procède? Ben voilà, on a un forage, c'est l'illustration qui est sur le côté là. On a un forage, on pompe dedans, on rabat le niveau de la nappe dans le forage, et sous l'effet de ce rabattement, potentiellement, on peut faire venir de l'eau superficielle au forage. Et donc on peut observer éventuellement une perte de débit sur le cours d'eau ou un abaissement du niveau du cours d'eau sous l'effet du pompage. Alors en fait, ça s'observe bien lorsqu'on a des forages qui sont très proches du cours d'eau, ou lorsqu'on pompe suffisamment longtemps, lorsque la perméabilité ou la transmissibilité de la roche est élevée. Donc il y a différents critères qui permettent de faire ces observations d'impact sur le débit du cours d'eau. C'est une solution. La dernière solution, c'est l'apport de la modélisation. Donc la modélisation, c'est une méthode numérique ou mathématique pour représenter un phénomène naturel. Ça nécessite de bien connaître le milieu, et c'est le seul outil aujourd'hui qui existe pour non pas seulement observer un impact d'un forage dans la nappe sur le cours d'eau, mais quantifier même l'apport du cours d'eau vers le forage, ou alors, dans le cas naturel, la contribution de la nappe au débit du cours d'eau, notamment à l'étiage. Alors je vais insister là-dessus sur quelques diapos. Dans le cas de Nord-sur-Erdre, on a un bassin d'effondrement, donc le socle s'est creusé, et puis les sédiments ont rempli cette dépression. Ces sédiments contiennent de l'eau, et c'est notamment exploité à Nord-sur-Erdre pour l'eau potable et pour l'irrigation. Je ne détaille pas plus que ça, parce que le temps passe. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc on est parvenu à reproduire, donc vous avez sur ces courbes, la courbe rouge qui est la courbe observée, niveau de nappe en haut, débit du cours d'eau en bas, et en vert, modélisé. Donc on voit qu'on est parvenu, avec un modèle mathématique, à très bien représenter ce qui se passe en donnant comme entrée la pluie et le TP. Donc grâce à ces modèles, le modèle lui passe par un bilan hydrologique, et le bilan hydrologique quantifie l'apport de la nappe au débit du cours d'eau. Et ce qui est intéressant de montrer dans le cas du bassin de l'Erdre, sur les prochaines diapos, c'est que, alors je passe, ce sont les plus efficaces, voilà, c'est finalement, alors vous ne voyez pas parce que c'est écrit trop petit, mais c'est le code couleur qui est intéressant. Ce tableau ici, en haut à droite, vous avez les années en colonne, donc à partir de 1995 jusqu'à 2018, et les mois en ligne, de janvier à décembre. Et ce sont les pourcentages que calcule le modèle d'eau, du débit du cours d'eau qui proviennent de la nappe. Ce qu'on voit, alors on s'y attendait, mais là ça permet de le quantifier quand même. On voit que les mois qui vont à partir du mois de juin
jusqu'au mois d'octobre, donc les colonnes juin, juillet, août, septembre, octobre, pardon, les lignes de juin à octobre, sont sur des couleurs plutôt chaudes, donc ça représente des contributions de la nappe au débit du cours d'eau qui sont supérieures la plupart du temps à 50%. Effectivement, de juin à octobre, le débit de l'Erdre il est majoritairement assuré par la composante lente de l'écoulement, c'est-à-dire par les eaux souterraines, de juin à octobre. Si on regarde août et septembre, c'est pratiquement l'intégralité du débit de l'Erdre qui est assurée par la vidange des eaux souterraines, sauf lors d'années particulières, des années où finalement il y a eu des étés pluvieux avec du ruissellement vers le cours d'eau. Si on regarde même la période d'octobre 2016 à février 2017, souvenez-vous, c'est un hiver où il n'y a quasiment pas plu. Là, la contribution des eaux souterraines au débit de l'Erdre est très supérieure à la moyenne pour un hiver. C'est-à-dire que là, il n'y a eu quasiment pas de pluie, donc c'était même l'hiver la nappe qui assurait le débit du cours d'eau. Et on arrive à montrer qu'il y a une corrélation entre la contribution nappe-cours d'eau et la situation piézométrique. C'est-à-dire que plus les niveaux piézométriques sont hauts en période estivale, plus la contribution de la nappe vers l'Erdre est forte. Et ça, en fait, alors c'est pas un résultat qui est particulièrement surprenant, mais ça montre bien que si on surexploite finalement, ou si on a une exploitation intense de la nappe en période estivale avec un rabattement généralisé de l'aquifère, directement ça se ressent sur le cours d'eau par une contribution moindre et des débits plus faibles du cours d'eau. Voilà, je crois que j'ai fini. Bon, c'est juste pour illustrer la multiplicité des prélèvements qui peuvent rabattre la nappe. Et puis donc c'est une autre façon d'illustrer ce que je viens de vous dire. Merci de votre attention.